On est maintenant rendu à l'épisode 27 du H2H Academy Podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nicolas Aubin et je serai accompagné encore une fois aujourd'hui de mon associé, mon partner, Pierre-Luc Murray. Et on va te parler d'un concept pour te démarquer de ta compétition. Un concept qui va te permettre de prendre le contrôle de tes ventes et pour tout le monde, dans n'importe quelle industrie, dans n'importe quel marché, peu importe ce que tu vends à l'heure actuelle, ce sera du bonbon pour toi. Je t'invite à écouter attentivement, sors un petit crayon, un calepin de notes, c'est pas quelque chose qui va être de trop pour toi aujourd'hui. Sur ce, je te laisse là-dessus. Donc, ce matin, PL, j'avais envie d'aborder un sujet. On ne l'a pas abordé dans les derniers épisodes de podcast. Je pense qu'on en a parlé à quelques reprises sur des lives à gauche et à droite. Mais il y a une méthode qu'on utilise et qu'on enseigne à nos clients pour se démarquer de la compétition, pour être capable de venir chercher les deals que beaucoup vont laisser tomber, que la compétition va laisser tomber, qui vont tomber entre tes mains. Puis cette méthode-là, elle n'a pas un nom particulier, puis on n'y en a pas donné. Aujourd'hui, on va peut-être y en donner un à travers le podcast, on trouvera quelque chose qui fait du sens. Mais c'est super important pour moi qu'on l'aborde parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent des deals à la compétition à tous les semaines. Et pas parce qu'ils sont trop chers, pas parce qu'ils sont moins bons, pas parce qu'ils ont moins d'avantages au niveau de leurs produits, de leurs services. Non, ils perdent des deals à la compétition juste parce qu'ils sont sloppy dans leur façon de vendre. Fait qu'aujourd'hui, je voulais aborder ça. Comment qu'on pourrait l'appeler, cette méthode-là, peut-être? Honnêtement, c'est sûr qu'il faut faire attention aux mots, etc. Mais je pense que qu'est-ce qu'on veut amener aujourd'hui, c'est vraiment la notion de contrôle dans le processus de vente. Je veux dire, on croit fondamentalement qu'il faut être dominant dans l'approche avec le client. Puis c'est cette démonstration-là théorique de dominance là, qui va faire la différence dans l'approche avec le client. Parce qu'il y a des gens qui vont laisser les gens réfléchir, qui vont laisser énormément d'espace aux clients. Puis malheureusement, ces gens-là, s'ils tombent dans les mains d'un vendeur un peu plus aguerri, ben lui, il va les récolter, il va les ramasser. Même, ça risque d'être des fruits qui vont être mûrs pour aller chercher. Alors, comment, toi, aujourd'hui, en écoutant ça, tu peux mettre l'emphase ou l'accent sur comment tu vas être capable de prendre le contrôle de ton processus de vente. Pour un nom là, spécifique, honnêtement, je ne sais pas, parce que ils ont dit le contrôle de la vente, c'est pas sexy pantoute. Non. C'est vraiment la notion théorique de garder le contrôle puis d'amener le client avec toi, de le prendre par la main puis de le diriger vers une prise de décision qui va être orientée. C'est surtout ça la thématique générale là, du sujet d'aujourd'hui. C'est de faire étape par étape. C'est, comme tu l'as dit, le contrôle du processus de vente, c'est de ne pas lâcher prise à l'intérieur du processus de vente. Où est-ce que, justement, on voit beaucoup de gens faire ça, puis même dès le départ, là, c'est pas rare que puis les gens, là, aujourd'hui, peut-être ne comprennent pas encore où est-ce qu'on s'en va avec ça. Je vais essayer de le clarifier. Quelqu'un qui t'appelle, en fait, un client qui te demande l'information, ou même toi qui appelles un client, puis le client dit « Ah oui, parfait, tu peux-tu demain à 13h? » Le moment que tu dis « Ah oui, monsieur le client, parfait, demain à 13h. » Du moment que tu viennes de dire un oui au client pour que ce soit une date, un moment, une demande d'envoi par courriel, tu viens de diminuer ta position hiérarchique. Là. Tu viens de diminuer ta position hiérarchique dans le statut de vente. Normalement, tu veux toujours être à égalité avec ton client, puis voire même un petit peu plus haut. Tu veux être la personne qui dirige la transaction. Alors que là, quand tu dis oui, tu laisses ton client prendre la direction dans la transaction. Exact. Puis c'est important ici de venir préciser l'aspect psychologique derrière ce qu'on essaie d'expliquer. Là, il y en a qui font comme moi, mais là, le client, il veut demain à 13h, je vais dire oui parce que c'est là qu'il est disponible. Oui, de facto, ça fait du sens ce que tu dis. Mais en réalité, psychologiquement, en ce moment, c'est le client qui a le contrôle, c'est pas toi. Et donc, de contraindre le client à prendre une autre voie, de lui dire non, moi, demain, 13h, ça peut pas, je suis déjà complet. Par contre, j'aurai une disponibilité à 15h. D'amener le client à déplacer quelque chose de son horaire ou à se commettre à lui faire un bout de chemin pour arriver là, c'est déjà une démonstration
qu'il est beaucoup plus commit puis que toi, tu es en contrôle du processus de vente. Alors ici, là, il y a vraiment un aspect qui est psychologique et que c'est inconscient. Donc, c'est que le client, quand il est déjà en train de faire les sacrifices pour rentrer dans ton processus de vente, tu es déjà en train de marquer des points qui vont t'apporter à gagner cette dite vente-là puis qui va augmenter la perception subjective de ton expertise. Parce que s'il est prêt à se commettre, s'il est prêt à changer quelque chose dans son horaire ou à se libérer pour toi, tu es déjà en bonne position. Et donc, on le rappelle, pour nous, le processus de vente, c'est un jeu d'échecs. Et donc, la première pièce, c'est setter le rendez-vous. As-tu le contrôle sur setting ou bien tu dis au client quand est-ce que c'est disponible cette semaine? Parce que lui, il décide à sa guise que c'est à 21h le soir avec sa femme et sa coupe de vin. Tu n'as pas le contrôle du processus de vente si tu fais ça. Déjà là, tu perds potentiellement des points dans l'aspect de contrôle sur le processus de vente. Définitivement, c'est bien mentionné. Tu sais, en pratique, la façon dont on le fait, puis qu'on enseigne à nos étudiants, à nos clients, c'est d'y aller de l'avant avant que ça vienne du client. Tu sais, comme dans l'exemple que je donnais tantôt, c'est le client qui demande « Hey, es-tu disponible demain à 11h? » Le premier flag que ça nous donne en tête, c'est « Hey, il est intéressé? » Je vais dire « Oui, demain à 11h. » Mais comme tu l'as bien expliqué, ça nous fait perdre le contrôle. Ça fait en sorte qu'on suit le client et non lui qui nous suit, hein, si on peut dire ça comme ça simplement. Puis, ce qu'on enseigne, c'est qu'il faut prendre les devants. Dans un processus que tu bookes une rencontre avec le client ou que tu veux booker une rencontre, c'est à toi de le dire en premier. « Hey, cool, parfait, regardez, je te propose qu'on se rencontre demain à 15h ou à 16h. Qu'est-ce qui va le mieux pour toi demain? » 15h ou 16h. Tu ne laisses pas le choix au client, tu lui proposes ces deux options-là et là, tu es en contrôle à ce moment-là. Pire encore, là, le closing alternatif est très, c'est facilitant au début, mais quand vous allez arriver dans une certaine proportion de succès dans vos ventes, bien, ça se peut qu'il vous reste juste 15 heures, puis le client n'aura pas le choix de se commettre à choisir 15 heures. Il me reste juste 15 heures, est-ce que ça va pour vous? Ouais, ben là, il va dire oui. Et donc, déjà là, ça va vous faire rire ce que je vais dire, puis c'est pourtant cave, là, mais plus tu performes en vente, plus que tu performes. Puis, il y a une grosse nuance ici qui est apportée par, tu n'as pas le temps pour le rencontrer, le client, fait qu'il va s'arranger pour être là à 15 heures. Alors que quand tu commences en vente, tu tournes les coins ronds, tu es prêt à te mettre à genoux pour le client et le client le ressent, le voit, c'est perceptible, ce manque de contrôle-là. Puis c'est vraiment la notion qu'on veut apporter aujourd'hui. Donc, oui, ça fait quand même, c'est super intense comme concept, ce qu'on essaie de vous expliquer aujourd'hui, mais la notion théorique derrière ça démontre la notoriété puis l'expertise que vous avez dans votre domaine respectif, puis le client le ressent. C'est ça qui vous aide à bâtir une confiance, by the way. Puis, tu sais, il y en a qui enseignent ça à la version facile là, de ce qu'on vous explique. Tu sais, c'est fake it till you make it. Là. Il y a des gens qui sont comme dites toujours à vos clients que vous êtes booké, que vous êtes loadé. On n'utilise vraiment pas cette approche-là. On est plus genre propose 2 plages puis prends le contrôle de façon verbale avec ton client pour lui montrer où est-ce que tu veux aller. Mais il y en a que c'est comme oh, hey, mon agenda il est vraiment rempli, il me reste 2 plages demain, je ne dis c'est un peu là, puis c'est ça la réalité que t'expliques. Un jour, tu vas être comme ça, puis tu vas être tellement bouqué que tu n'auras pas le choix de faire ça. Et là, tu vas vouloir être en contrôle. Imagine, ton agenda est rempli, il ne te reste pas beaucoup de plages tous les jours, tu es loadé, puis tu as des clients qui veulent travailler avec toi. C'est plus toi qui es en train de te dire, j'ai-tu le goût de travailler avec lui? Ben, adopte ce mindset-là dès maintenant, sans faire semblant que tu es loadé nécessairement, mais adopte ce mindset-là de c'est moi qui est en contrôle, c'est mon processus de vente, c'est ma façon de travailler, c'est par là qu'on s'en va. Puis, on avait déjà parlé de la politesse en vente. Je fais une petite parenthèse à ça. Si vous ne l'avez pas vu, je pense que c'est l'épisode 3, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça du podcast. C'est pas impoli de faire ça. C'est de respecter ta façon de travailler. Puis tu le sais que si tu déroges de ça, ben, tes chances de vente diminuent. Puis tu es là pour aider ton client right, tu es là pour les bonnes raisons. Fait que ne te sens pas mal d'imposer des plages, ne te sens pas mal d'aller dans ton processus puis de le respecter. Au contraire, c'est toi qui te respectes pas quand tu sors de ton processus puis t'écoutes le client. Fait que ça, allez voir l'épisode sur la politesse en vente si vous voulez en savoir plus là-dessus, parce que ça va bien expliquer. Exact. Donc, je pense qu'on a bien situé là, la notion de contrôle dès le départ. Là. Donc, tu veux booker ton rendez-vous, tu veux booker ton premier appointment. Le client va vers toi
vient vers toi, tu vas vers lui, c'est toi qui dois contrôler ça. Donc, premier point. Ensuite de ça, tu embarques dans le processus de vente et vraiment, tu dois avoir en tête que tu prends le client par la main puis tu l'amènes avec toi. Donc, tu es à la recherche de ses problématiques, de qu'est-ce qui se passe dans sa réalité à lui, puis tu dois lui faire dire, encore une fois, dans une démonstration d'expertise, d'avoir la capacité de poser les bonnes questions. Le client va te sentir en contrôle et c'est ça qu'il a besoin. Et donc, ce que j'aime bien ici, souvent, c'est d'amener des mots ou des choses qui sont spécifiques à votre industrie, qui sont complexes pour la compréhension du client. Encore une fois, ça vient jouer en votre faveur dans la démonstration de votre expertise. Puis quand je dis démonstration de l'expertise, c'est aussi une démonstration de votre hiérarchie, que vous détenez l'expertise, le pouvoir de l'information. Puis ça, c'est super important en vente parce que la personne va vous sentir compétent et va avoir confiance en vous. Donc là, vous allez rentrer dans le processus de vente, vous allez aller chercher ces informations-là. Puis encore une fois, il y a des marqueurs de temps que vous devez garder le contrôle. Après un premier appel, il y en a que c'est juste un appointment que vous bookez, puis après ça, vous closez. Il y en a pour qui c'est plusieurs rendez-vous. Mais chaque marqueur de temps doit se faire de la même façon. C'est vous qui bookez selon vos dispos dans votre agenda. Ouais. Autant au niveau du temps que des informations, hein? C'est vous qui possédez l'information, comme tu l'as dit, PL. Puis ça, on le voit souvent, mais le monde, c'est comme envoie-moi tout ça par courriel, le vendeur ou l'entrepreneur. OK, parfait, je vous envoie toutes les informations par courriel. Oups, tu viens de retransférer tout le pouvoir au client à l'instant. Dès que tu viens de faire ça, puis ça, c'est une erreur assez fréquente. Puis, excuse-moi, tu parlais tantôt, t'as dit vraiment des bons points, puis il y a tellement de choses, puis d'expériences récentes qui m'est venues en tête que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Je magasine un bateau en ce moment. Puis ça fait deux places que je vais, OK, magasiner un bateau, puis ça va être vraiment un bon exemple. Fait deux places, en fait, une en ligne, j'ai parlé à des gens. Sorry si vous vous reconnaissez, c'est des gens peut-être qui nous suivent. Tu sais, j'ai parlé à des gens, ils vont me dire je t'envoie faire le meilleur, il va t'expliquer tout comment ça marche, nanana. Je suis comme OK, cool, envoie-moi là. Là, il me dit c'est qu'est-ce que tu cherches comme bateau? Je dis j'en ai aucune idée. Je sais pas ce que je cherche en ce moment. Je veux un bateau, je veux aller sur l'eau cet été, je veux profiter du soleil, je veux avoir du fun, mais je sais pas ce que je veux. Je veux pas un bateau de pêche, là, en tout cas, je veux de quoi de plaisance pour aller sur l'eau. Il est comme OK, tu sais, il dit c'est quoi la grandeur que tu veux? Je suis comme qu'une petite idée. Il dit c'est où tu vas aller en faire? Telle place, telle place. OK. Ça s'arrête là. Il me dit je vais te montrer des bateaux, je t'envoie ça par courriel. OK. Aïe, aïe, c'est sérieux. Il m'a aussi parlé de financement. T'es comme, les prix, c'est de temps à temps. Puis ça, j'étais comme, mais là, on dirait que je sais pas où je m'en vais encore, là, tu sais, moi. Fait que là, moi, j'étais comme, OK, cool, envoie-moi tout ça par courriel. J'ai regardé bateau par courriel. OK, lui, il a de l'air intéressant, tu sais, non. Mais j'étais zéro prêt à acheter ou quoi que ce soit. Il m'a pas l'idée dans la vente. Moi, j'aurais voulu me faire l'idée. J'aurais voulu, là, prends-moi par la main, je te le dis, je sais pas c'est quoi que je veux. Je sais pas comment ça coûte, je sais pas comment ça vaut, je sais pas que j'ai besoin pour aller au Lac Taureau à Saint-Michel, je sais pas. Puis pourtant, j'ai jamais vendu de bateau, puis il me semble que les questions sont pas tellement compliquées, tu sais. Allez-vous faire du sport nautique ou vous allez pas en faire? Combien de personnes en moyenne vont être sur l'embarcation quand vous allez y aller? T'sais? Est-ce que vous allez y aller 2 fois cet été? Vous allez dormir sur votre bateau pendant des semaines? Je connais rien au bateau. Non, avec ça, je suis capable de dire, ouais, ça va être genre un gros bateau avec un lit à l'intérieur ou ça va être un ponton que tu vas débarquer, que tu vas rembarquer. Merci, bonsoir. Tu vois, c'est de ça. Puis j'ai fait la première place. Deuxième place, ça a été aussi expéditif. Là, je m'en vais voir là-bas. Elle dit, c'est quoi ton budget? J'ai un budget assez variable en ce moment. Ça dépend de ce que tu me proposes et qu'est-ce que ça va me donner comme plaisir. Ça me dérange pas de payer 300 par mois ou 600 ou de le payer. Tu sais, j'avais rien en tête encore. J'étais capable de me payer un bateau. Tu sais, je me dis, je vais aller voir. Puis même chose, la fin, elle dit, où est-ce que tu vas aller? Je dis Saint-Michel-des-Saints. Elle dit, OK, tu veux quelle grandeur? C'est quoi la différence? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pieds. OK, par expérience, j'imagine que quand il est plus long, il cogne moins.
Ouais, OK, parfait. Tu sais, c'est moi qui posais les questions, genre, fait que j'étais. C'est illogique. J'étais comme, tu sais, leadez-moi quelqu'un dans la vente, s'il vous plaît. Donc, l'importance de prendre le contrôle, là, je veux fermer la parenthèse sur ça, mais l'importance de prendre le contrôle est tellement important, exactement avec ce que tu disais dans la démonstration de ton expertise. Parce que là, en ce moment, j'avais l'impression de me faire vendre par quelqu'un qui connaît pas les bateaux, mais qui connaît le prix du bateau, la vitesse à laquelle il peut me le livrer dans le cours. C'était vraiment purement vente. Tu sais, genre, il n'y avait pas de hey, tu vas faire quoi? Ah bon, puis tu sais, ça fait-tu longtemps que tu veux un bateau? Puis il n'y avait même pas de relation humaine. Là. J'étais comme. C'est ça que j'allais te poser comme question. C'est ça que j'allais te poser comme question. Et t'as-tu demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis, même pas. Même pas. Ben, ça, c'est une erreur là, fondamentale. C'est des preneurs de commande, finalement. Mm-hmm. Quelle grandeur tu veux, combien de sièges, la force du moteur, good, financement à tel prix, on te commande ça. T'sais, ça n'a plus rapport en 2023, cet aspect-là. Puis, moi, je suis tellement un client, by the way, je suis vraiment un client facile. Là. Je suis très directif dans mes achats. Ça fait tout du sens que tu me dis, je suis comme go. Puis, en fait, directif, mais émotionnel dans mon achat. Je suis comme OK, ouais, ça, c'est nice. Parfait, je le veux, puis je signe. Je fais attention à moi-même quand j'achète parce que je viens trop comme excité. Puis, un bon vendeur qui me pogne et qui m'amène dans son processus de vente, I follow till the end. Là. Si tu me fais sentir bien que tu réponds à mes questions, c'est clair où est-ce qu'on s'en va. Hey, that's good. Puis, je reviens dans ma parenthèse 2 secondes. Au début, je pensais que je voulais un bateau tu sais, bateau là, de plaisance normale. Puis finalement, à bien y réfléchir moi-même puis à me poser mes questions, j'ai fait shit, je veux un ponton finalement. Puis, tu sais, aucun des deux était allé vers là. Aucun des deux avait découvert que c'était ça mon besoin. Puis moi, il fallait que je le découvre moi-même, évidemment. Mais bref, tu sais, c'est tellement fou à quel point quand tu laisses justement le contrôle au client comme ça, puis c'est ça qu'ils voulaient faire, eux autres, ils voulaient pas me déplaire. T'es comme, OK, qu'est-ce que tu veux? Puis explique-moi. Je comprends. Ils voulaient pas me déplaire, mais ils ne savent pas faire de la vente. Et si toi, tu as une business en ce moment, puis tu écoutes ça, puis tu as des gens comme ça qui sont assis aux ventes pour toi, fais quelque chose, s'il te plaît. Des preneurs de commande, enlève-moi ça de là, prends des gens qui posent des questions qui dirigent la vente. Puis c'est parce que ces vendeurs-là prennent pour acquis qu'il y a un type de personnalité qui arrive et qui sait exactement ce qu'il veut acheter. Exact. Fact is, la grosse majorité ne sont pas comme ça. Tu sais, je veux dire, quand tu es rendu à t'acheter un bateau, là, si c'est 40 000 ou 60 000, ça ne change pas grand-chose pour le budget. Là. Je veux dire, à un moment donné, les bateaux, en plus, ils ne perdent pas tant leur valeur, ça se flippe assez bien. Fait que ultimement, comment tu peux conseiller ton client, poser les bonnes questions pour comprendre c'est quoi son besoin, c'est ça qui devrait être le facteur déterminant là-dedans. Donc, si on revient à la notion de contrôle, si en ce moment, toi, tu te sens comme un preneur de commande face à ce qu'on vient de t'expliquer, qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour changer ça? C'est de découvrir les besoins du client en lui posant les bonnes questions qui va t'amener par la bande à comprendre avec qui tu t'adresses. Puis pourquoi il vient ici, puis pourquoi il a choisi de s'adresser à toi. T'sais. Ce sont tous des choses qui vont t'amener à connecter avec l'être humain qui est en avant de toi. Puis tout ce que je viens de mentionner dans les derniers 25 secondes, ce sont tous des marqueurs déterminants dans le contrôle de la vente et dans la démonstration de l'expertise. Okay? C'est ça qui fait en sorte qu'un client va venir, en fait, va acheter de toi versus la compétition. Si la compétition, eux autres, c'est des preneurs de commandes, justement, puis ils arrivent, tu veux ça. Il n'y a pas de moment où est-ce que je suis incité à l'achat ou que j'ai envie d'acheter, voire même dans un processus comme ça. Bon, je parle pour moi qui est un directif là, dans l'exemple que j'ai donné, mais pour la majorité des gens, on veut être répondu de la bonne façon. On veut qu'on prenne soin de nous. Mais il y en a des clients qui vont être plus « je veux ci, je veux ci, je veux ça ». It's OK, il faut apprendre à dealer avec ces gens-là. Tu regarderas d'autres vidéos qu'on a faites, on parle des types de personnalités de clients. C'est super important de comprendre qu'il y en a qui sont plus straightforward. Mais fact is, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui a besoin d'aide, puis que tu lui laisses le contrôle, il n'a pas l'impression que tu l'aides. Là. Au contraire, tu peux le mélanger plus que l'aider. Oui, parce que moi, je suis moins gentil que toi, là, honnêtement, là, parce que si c'est un preneur de commande qui me dresse une liste, qui me sort une soumission par courriel, puis que je rencontre 5 preneurs de commande, je les mets tous en compétition. Ah ben oui. Vous voulez me vendre par le prix? Fine. Vous allez vous battre pour l'avoir à la vente. Alors que, attends, je pense, mon premier pick-up que j'ai acheté, avant, je roulais toujours avec des véhicules usagés. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, fuck off, je loue des pick-up neufs, puis c'est ça que je veux.
C'est ma seule dépense complètement stupide, c'est que je flobe énormément d'argent. Mais bon. Fait que j'ai mis 6 concessionnaires en compétition GM jusqu'à temps que je tombe chez Mathieu à Trois-Rivières, qui ne travaille plus là. Maintenant, il est rendu chez Mercedes. Puis Mathieu, là, c'est un hostie de bon vendeur. Puis il nous suit dans nos étudiants, dans notre groupe, là, Mathieu, si tu nous entends. Lui, là, faisait 6, puis il était comme, je te dis, man, Pierre-Luc, tu vas acheter un truck ici, puis on va prendre le temps de connecter ensemble, puis tu vas en acheter pas rien qu'un, tu vas tous les acheter ici, tes trucks. T'sais. Puis il a pris le temps avec moi, puis on est devenus des chums. Je sais qu'il y a un dépanneur à Trois-Rivières, il y a des business, il a bondé sur le côté entrepreneurial avec moi, il a vraiment pris son temps, puis il était en contrôle. Puis, à l'époque, il fightait contre William Brûlé. C'est fucking drôle, cette histoire-là. C'est drôle. Puis Will, à l'époque, avait moins travaillé la relation, il avait plus travaillé le pricing. Puis, à Trois-Rivières, avait travaillé fois 1000 la relation, tu sais. Puis, il était plus en contrôle. Fait que l'idée ici, c'est vraiment de toujours s'attarder à la notion de contrôle, de comprendre les besoins, de faire une recommandation, de faire une démonstration d'expertise. Puis, le dernier point, c'est de closer. Ça aussi, c'est du contrôle, là. Tu sais? Puis là, j'aime le dire parce qu'honnêtement, c'est tellement puissant, là. Mais une vente, là, pour ça se close, il faut la terminer comme ça. Tu sais. Vous avez confiance en moi, j'ai bien répondu à vos interrogations. Oui, oui. Est-ce que le produit que je vous propose, ça fait du sens? Oui. Est-ce que le prix que je vous propose, ça répond à votre budget et ça fait du sens pour vous? Oui. Donc, considérant cet amalgame de réponses-là qui sont tous favorables, on peut vous livrer ça mardi ou jeudi. Qu'est-ce qui vous conviendrait pour la livraison? Et voilà. C'est tout. C'est ça, le contrôle en vente. Puis je sais, quand je dis ça aux gens, là, il y a des gens qui sont comme, mais je peux pas faire ça, c'est irrespectueux. Je dis, non. Les gens n'aiment pas ça se faire vendre par des mauvais vendeurs, mais ils aiment rencontrer des humains fascinants par lesquels ils sont dirigés, puis qui sont pris par la main, puis qui sont confortables d'un processus d'achat. Encore une fois, il y a des types de personnalités qui vont se buter à « j'ai besoin d'aller décanter là-dessus pour vrai ». Mais c'est microscopique, cette proportion de clientèle-là. Je ne dirais même pas que c'est peut-être 4 3 Si c'est en haut de ça, c'est parce que vous faites des mauvaises inférences dans vos analyses. Fait qu'au final, je ne prends pas ça pour du cash, puis je close tout le monde de la même façon sur cet enlignement-là. Puis si j'arrive à la fin puis je me bute à un frein, j'arrive à le savoir, puis je lâche l'accélérateur, je me mets sur le break, puis je me fixe une date de suivi. Mais dans tous les cas, quand j'arrive à me fixer une date de suivi, c'est moi qui décide quand est-ce qu'on se book la date de suivi. T'sais. Non, 100%. Je pense que ça rappe bien dans l'ensemble. Je rajouterais une petite touche ici. Quand on parle de prendre le contrôle comme ça, puis d'être capable de s'assumer à tous les points de la vente, c'est une stratégie, c'est une méthode qu'on n'a pas trouvé de nom concret encore. Mais c'est une méthode qui fonctionne quand tu vends pour les bonnes raisons. Parce que la raison pour laquelle les gens on pourrait dire qu'ils ont peur, puis comme tu as dit, ah non, moi je veux pas faire ça, c'est pas respectueux pour le client. Au contraire, quand tu vends pour les bonnes raisons, que tu es là pour aider le client, pour lui rendre un service, lui vendre un produit qui va l'aider, qui va répondre à un besoin, qui va y faire plaisir d'une façon ou d'une autre, tu fais les choses pour les bonnes raisons. Puis, si tu fais les choses pour les bonnes raisons, ben, vaut mieux que les clients achètent de toi. Vaut mieux qu'ils achètent de toi que de ta compétition l'autre bord, qui, eux, on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont le crosser, peut-être qu'ils vont y vendre ça 3 fois le prix, peut-être qu'ils se foutent bien raide de leurs clients puis qu'ils n'ont pas de service. On ne le sait pas qu'est-ce qui se passe chez la compétition. On sait que chez nous, on donne un esti de bon service. Mais la compétition, on n'en a aucune idée. Puis c'est ton devoir de ne pas laisser ton client aller se faire closer par la compétition qui, eux autres, peut-être offrent de la marque, on ne le sait pas. Fait que prends le contrôle, garde ton client chez toi, comme ça, tu es sûr d'y rendre service. C'est toi qui y vends le deal. Alors que si tu l'envoies ailleurs, who knows what's gonna happen? C'est ça. Puis, pire encore, dans certains cas, vous avez une responsabilité professionnelle. Mm-hmm. OK? Là, évidemment, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Mais, tu sais, disons, il y a des gens qui ne sont pas capables de prendre des décisions dans la vie, puis c'est la job du vendeur de les amener à prendre une décision favorable qui répond à leurs besoins. Dans l'industrie du système d'alarme, ça nous est tous arrivé que le téléphone, il sonne 18 mois, 12 mois plus tard, parce que la madame, on ne l'avait pas signé ou le monsieur ne l'a pas signé, puis il est arrivé un incident, que ce soit un incendie, un vol, une invasion à domicile, ce sont tous des choses que j'ai personnellement vécues, puis je me rappelais que je n'avais pas closé, puis je n'avais pas fait ma job comme du monde à ce moment-là. Donc, dans le cas de l'alarme et des systèmes de sécurité, on avait une responsabilité.
Il y a un besoin, il faut y répondre. Puis si on y répond pas, il y a des risques potentiels à pas faire notre job. Ouais. C'est la même chose en assurance. C'est la même chose. Tu sais, mettons, je pense à notre étudiante là, qui avait une shop de plongée sous-marine. Si tu vends pas le bon équipement puis qu'il se naille dans le fond de l'eau, c'est pas tellement glamour. Là, tu sais. Donc, ultimement, en assurance, c'est pareil. Si la personne ne passe pas à l'action puis tu apprends qu'il y a un décès puis crime, la famille est dévastée parce que là, ils sont plus capables de couvrir les frais funéraires, whatever. Tu as une responsabilité de faire comprendre c'est quoi les enjeux puis de vendre, mais pour les bonnes raisons. Une vente authentique, une vente sincère, une vente éthique, ça doit être closé. Une vente de marde que tu crosses le client, de toute façon, on ne veut même pas te parler. Tu ne fais pas partie des gens avec qui on veut échanger. Pour nous, c'est important de faire une vente éthique qui est vraiment orientée pour les bonnes raisons. Il y a de quoi de bien. Hein? Moi, le soir, je me couche puis je m'endors comme un bébé. Si tu as un petit stress en ce moment, c'est parce que tu ne fais pas la vente pour les bonnes raisons, tout simplement. Ben d'accord. Merci, PL. Salut tout le monde. Merci d'avoir été avec nous pendant cette 27e épisode. Encore une fois, j'espère que ce fut pratique, simple pour toi à maîtriser, à mettre dans ton quotidien parce que oui, c'est quelque chose qui va te permettre d'aller augmenter tes résultats drastiquement. Si tu as apprécié l'épisode, si tu es encore avec nous, encore une fois, je te redis merci comme à tous les épisodes parce que c'est super important pour moi de te le mentionner. Merci pour tes bons mots, merci de partager, merci de nous suivre. C'est ce qui fait toute la différence pour nous. Si tu as des idées, des concepts, des trucs que tu aimerais qu'on aborde, je t'invite encore une fois à nous écrire, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, etc. On est disponible sur toutes les plateformes. Bonne vente à toi.